Vous écoutez RFI, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. À la une ce matin, le Gabon, après la présidentielle de samedi. Il faut attendre les résultats. Ils devraient être annoncés demain. Hier, le principal candidat de l'opposition, Jean Ping, s'est dit sûr d'avoir gagné. Il a appelé le chef de l'État sortant, Ali Bongo, à reconnaître sa défaite. Le président lui demande d'attendre les résultats de la commission électorale. Il se dit aussi confiant. Nous partirons ensuite pour l'est de la République démocratique du Congo. Notre correspondante a pu se rendre dans un camp des rebelles ADF repris par les militaires congolais au début du mois. Une prise de contrôle qui permet d'en savoir davantage sur la stratégie de ces rebelles. Au sommaire encore, le Burundi, le parti d'Agathon Rwasa, le FNL, dénonce des arrestations arbitraires dans ses rangs et dans différentes régions du pays, des militants et des cadres du parti. Vous entendrez le porte-parole du FNL. Et puis le rapprochement du Japon et de l'Afrique, 73 accords commerciaux ont été signés hier à Nairobi. Les Gabonais devront donc patienter aujourd'hui encore avant l'annonce des résultats de la présidentielle de samedi, annonce prévue pour demain. Pas encore de chiffres officiels, mais dès hier, l'opposant Jean Ping, derrière qui plusieurs candidats s'étaient ralliés avant le scrutin, a revendiqué la victoire. Jean Ping s'est exprimé devant ses partisans à son quartier général de Libreville. Il affirme s'appuyer sur les chiffres compilés par les partisans de l'opposition qui, selon lui, le donnent vainqueur. Il demande donc au chef de l'État de reconnaître sa défaite. On écoute Jean Ping. Je crois qu'il soit fair play, qu'il accepte les résultats des urnes et qu'il me téléphone pour me féliciter. Pourquoi ont-ils commencé par dire nous avons gagné? Parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Il fallait rectifier les choses. Ma déclaration est claire. Je suis l'élu. Je suis l'élu. Maintenant, le fait de devenir président, il y a quand même une procédure. Une fois que vous êtes élu, on vous appelle le président élu aux États-Unis. La passation des services, la prise du pouvoir, c'est la prise de possession des bureaux est une autre histoire. Nous avons les procès-verbaux. Ça ne peut être que des résultats crédibles. Tout ce que nous indiquons là, nous sommes en possession des procès-verbaux. Ce n'est pas une pression, c'est un fait. Maintenant, je crois qu'il faut reconnaître les faits. Et suite à ces déclarations, le président sortant, Ali Bongo, candidat lui aussi à la présidentielle et à sa propre succession, a réagi. Nous sommes légalistes, nous attendons que la commission électorale annonce les résultats de l'élection. C'est ce qu'a déclaré Ali Bongo. Le chef de l'État a lui aussi rassemblé ses partisans quelques heures après son principal opposant. Et malgré les déclarations de Jean Ping, le camp du président se dit confiant. Sébastien Nemeth. Sous la tente du jardin botanique, plusieurs centaines de fidèles s'étaient rassemblés aux couleurs du président Bongo. À la tribune, son porte-parole, Alain-Claude Bilibinzé, a été offensif, accusant Jean Ping de bafouer les institutions en diffusant des chiffres avant les résultats finaux. Le PDG et ses alliés constatent pour le déplorer et le condamner que le candidat Jean Ping, sans même attendre la fin des opérations de dépouillement et de centralisation des résultats, tente par des moyens détournés et illégaux de s'auto-proclamer vainqueur d'une élection qu'il sait avoir perdue. Il a toutefois reconnu des tendances négatives dans le Moyen-Ogooué, l'Ogooué maritime et le Wollontem, des chiffres serrés dans l'estuaire, avant de conclure qu'Ali Bongo était en tête dans les 5 autres provinces. Force est cependant de constater que les 10 chiffres sont globalement favorables au candidat Ali Bongo Ondimba. Il apparaît très clairement que le candidat Ali Bongo Ondimba est en tête avec une avance qui ne peut plus être inversée. Le ministre a ensuite laissé la place à Ali Bongo, alors que sa mère, son épouse et la quasi-totalité du gouvernement étaient là. Il s'est dit confiant dans l'attente de la proclamation des résultats. Nous sommes légalistes, républicains. Nous attendons sereinement que la Sénat annonce les résultats de l'élection. Et nous sommes confiants. De grandes choses nous attendent. Le chef de l'État a terminé le rendez-vous par un long bain de foule au milieu de ses partisans. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Et en attendant les résultats de l'élection présidentielle gabonaise, l'ambassade de France recommande aux ressortissants français dans le pays d'éviter de se déplacer, sauf nécessité, et de se tenir informés de la situation. On continue à parler d'élections, celle-là à venir en République démocratique du Congo. Pour les préparer, un dialogue politique doit avoir lieu. Il doit commencer cette semaine, ce jeudi. Une partie de l'opposition ne veut toujours pas y prendre part dans les conditions actuelles. Le Rassemblement
rassemblement de l'opposition réunis derrière l'UDPS et le MLC n'ont pas participé aux travaux préparatoires la semaine dernière. Ils posent des conditions à leur participation, notamment des libérations de détenus qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques et la réouverture de plusieurs médias réputés proches de l'opposition. La majorité présidentielle s'est exprimée hier sur ce sujet. Pour son porte-parole, Alain-André Atoundou, ces libérations doivent s'inscrire dans un cadre légal et suivre une procédure précise. Bon, la décrispation politique, j'ai dit que c'est une obligation réciproque. Le gouvernement, appuyé par la majorité, prend un certain nombre de mesures, de relaxation, d'ouverture des chaînes, etc. Mais en contrepartie, ceux qui ont demandé ces mesures de décrispation ne doivent pas non plus abuser de la bonne foi du peuple en les entraînant dans des voies sans issue. Vous avez demandé l'ouverture des chaînes et la libération des personnalités, mais nous sommes dans un état de droit. La décision est une chose, l'application de la décision en est une autre. Et donc, l'application de la décision continue son cours, et lorsque les conditions sont réunies, et la personne sort. Évidemment, il serait souhaitable que ceci se fasse avant la date d'ouverture des travaux du dialogue. Mais ceci ne remet en rien la bonne foi et la détermination du président de la République et de la majorité à contribuer de façon significative et constructive à l'amélioration du climat politique, en dehors du dialogue et pendant le dialogue. Le porte-parole de la majorité présidentielle en RDC au micro de Kamanda Wakamanda Muzembe. Et de son côté, le rassemblement de l'opposition convoque un meeting aujourd'hui à Lubumbashi. Il devrait finalement se tenir au siège du parti Envol dans la commune de la Kenya et non dans le centre-ville puisque les autorités interdisent toute manifestation politique sur la place publique. La RDC où la lutte contre les rebelles ougandais ADF se poursuit dans l'Est. Au début du mois, les FARDC aidés par la MONUSCO ont pris le contrôle d'un de leurs camps, le camp Garlic, à une trentaine de kilomètres de Béni. Pour la première fois, des journalistes ont pu entrer dans ce camp repris par les militaires en compagnie de généraux de l'ONU. L'occasion pour eux d'expliquer que les rebelles ont creusé des bunkers dans le sol pour éviter les bombardements. Le général Piri, commandant malawite de la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO basée à Béni. You can see that this place is open. This is one of the places. Vous voyez, cet espace est ouvert. C'est là où ils faisaient sécher leur nourriture, entre autres choses. Ils faisaient aussi des feux de camp et quand on voyait ce feu, on visait cette zone. Vous pouvez voir autour de nous les impacts de nos bombes, de notre artillerie et même des tirs de mortier à nous et au FARDC. Maintenant, si vous regardez la distance entre ici et les bunkers, leur véritable camp, vous verrez qu'ils étaient bien à l'abri dans leur bunker alors que nous, on frappait cette position. C'est pour ça que c'était essentiel pour nous d'intervenir au sol, de mettre les troupes FARDC et MONUSCO au sol, plutôt que de tirer de loin. Mais vous voyez, c'est une forêt dense qu'il faut explorer. Donc il faut voir ce que vont donner les opérations et s'il existe d'autres bunkers de ce type. On avait entendu parler de ce camp, mais on n'avait jamais réussi à le découvrir. Des propos recueillis par Sonia Rollet. Il est 6h38 à Bujumbura, au Burundi, où le parti d'opposition FNL, les Forces nationales de libération, dirigées par Agathon Rwasa, affirme que plusieurs de ses cadres et de ses militants ont été arrêtés de façon arbitraire ces derniers jours un peu partout dans le pays. Rien que samedi dernier, le FNL parle de 5 cadres arrêtés, 3 dans la commune de Gachikanwa, dans le nord, et 2 autres dans la province de Bujumbura rurale. Et Maguera, porte-parole du FNL. Après l'installation du général à la tête du parti, du CNFDD, on voit qu'il y a une multiplication. Les chiffres varient beaucoup parce qu'il y a ceux qui ont été arrêtés, d'autres relâchés. Donc le chiffre varie entre 20 et 30. Et la plupart, ce sont des hauts cadres du parti au niveau communal et au niveau provincial. Je peux citer à Mutimbuzi où le président de la localité, à Mutimbuzi, a été arrêté. C'est vraiment le parti à la base qu'on veut à tout prix museler, à tout prix empêcher de toute action. Parce qu'ils ne sont pas autorisés formellement de se réunir, mais aussi ils sont interdits du moins d'exister. Et ce n'est pas la police qui opère ces arrestations, c'est la jeunesse du CNFDD, donc les Imbonda qui opèrent à ces arrestations et qui les mettent en prison. Donc, forcément, c'est nos militants n'ont même pas droit au dossier. Donc, ils ne sont enregistrés nulle part, ils ont été arrêtés. Il n'y a aucun procès, mais ils sont
mises en cachot, sans convocation. Donc, ce sont des gens qu'on ramasse dans la rue. Le porte-parole du parti burundais FNL était joint par Laetitia Bezin. Le porte-parole de la police burundaise, lui, n'était pas joignable hier pour répondre à ces propos. La bataille de Sirte en Libye, les forces du gouvernement d'union nationale ont lancé hier la dernière phase de leur offensive pour reprendre le contrôle de cette ville, bastion du groupe État islamique. 1 millier de soldats ont été engagés pour chasser les djihadistes de Sirte et reprendre le contrôle des 2 derniers quartiers qu'ils contrôlent encore. Ils sont appuyés par les Américains qui mènent des bombardements aériens depuis quelques semaines maintenant. C'est le jour J aujourd'hui pour le nouveau gouvernement tunisien. Il prend ses fonctions ce lundi. La cérémonie de passation entre l'ancien et le nouveau Premier ministre est prévue ce matin à Carthage, près de la capitale. Youssef Chahed est le 7e Premier ministre de l'après-révolution en Tunisie, le 7e donc depuis 2011. Parmi ses priorités affichées, la lutte contre le chômage, la corruption, le terrorisme. Et on reparlera plus en détail de cette prise de fonction du nouveau gouvernement tunisien, des défis qui l'attendent juste après le journal avec notre invité. Jean-Jacques Louarn reçoit ce matin Nadia Chaban du parti Al-Massar, parti dont est issu le ministre de l'Agriculture. Le Japon se tourne vers l'Afrique. La TICAD, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, s'est terminée hier à Nairobi, au Kenya. C'était la 6e. Au cours des 3 prochaines années, le Japon compte investir 30 milliards de dollars sur le continent. Des entreprises japonaises et africaines ont signé hier 73 accords au total. Jusqu'ici, c'est surtout le gouvernement japonais qui investissait en Afrique, mais le Japon veut changer la donne, comme l'explique Katsumi Hirano, vice-président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur. Une grande variété de secteurs sont engagés dans ces investissements privés. Il y a bien sûr l'exploration des ressources naturelles. Dans le cas du Japon, l'investissement dans ce domaine est plutôt faible comparé aux États-Unis, à la Grande-Bretagne ou encore la Chine. Donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est clairement d'avoir un approvisionnement plus stable des ressources naturelles. Nous tenons aussi à investir dans d'autres secteurs, notamment le secteur de la production industrielle, la construction de pipelines et la production d'électricité. Nous nous sommes aussi engagés dans le secteur des services et des joint ventures. Ce sont des investissements utiles qui contribuent au développement du continent africain. Mais nous espérons aussi fortement que cela contribuera à l'économie japonaise. Le vice-président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur. L'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan et le Soudan du Sud était hier à Khartoum, le début d'une visite qui va durer jusqu'à jeudi et qui va le conduire notamment dans le sud du Soudan, en proie à une rébellion. Donald Booth doit rencontrer des représentants du gouvernement, de la société civile et d'ONG, le Soudan où se trouve actuellement l'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar. Il y a été hospitalisé la semaine dernière. 95 milliards de dollars par an, c'est ce que perdent les pays d'Afrique subsaharienne chaque année en raison des inégalités hommes-femmes. C'est en tout cas l'estimation du PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement appelle le continent à prendre des mesures pour pouvoir mieux profiter du potentiel des femmes au niveau économique et pour que les pays se développent plus rapidement. Les explications de Francine Quentin. Les facteurs politiques, économiques et sociaux qui empêchent les femmes d'avoir une activité aussi efficace économiquement que celle des hommes ont une incidence financière énorme sur ces pays. Le manque à gagner de ces disparités hommes-femmes est évalué à 95 milliards de dollars par an par le PNUD. Si les niveaux de scolarisation et de prévention en matière de santé des femmes étaient sensiblement alignés sur ceux des hommes, leur participation à la richesse nationale en serait de beaucoup améliorée. En effet, 60% des femmes travaillent en Afrique subsaharienne, mais leur travail est sous-payé et il dépend bien souvent du secteur informel, ce qui ne contribue pas autant que cela devrait au PIB. Détenir un compte bancaire et accéder au crédit leur permettrait aussi de mieux déployer leur activité productive. Restreindre l'accès des femmes au marché du travail par des normes sociales qualifiées de néfastes par le PNUD et par là même brider leur capacité productive fait en conclusion perdre beaucoup d'argent aux économies d'Afrique subsaharienne. C'était les explications de Francine Quentin sur RFI. Il est maintenant 6h44.
À suivre le traditionnel coup d'œil aux journaux du continent. La revue de presse Afrique, ce sera ce matin avec Frédéric Couteau. Il reviendra sur le Gabon dans l'attente des résultats de la présidentielle de samedi et sur les déclarations des candidats Jean Ping et Ali Bongo. Mais avant tout, on retrouve l'invité de la rédaction. En hommage à nos reporters, assassinés à Kidal le 2 novembre 2013, RFI lance la 3e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Vous résidez au Bénin, vous êtes étudiant en journalisme ou en technique de la radio, vous êtes déjà technicien ou journaliste radio de moins de 35 ans, rendez-vous sur RFI.fr pour savoir comment postuler. 10 candidats journalistes et 10 candidats techniciens se verront offrir une formation de 2 semaines à Cotonou en octobre. Un jury sélectionnera le 2 novembre prochain 2 d'entre eux pour un stage de perfectionnement à Paris. Afrique Matin sur RFI, Magali Lagrange. Avec notre invité, on parle ce matin de la Tunisie. Le nouveau gouvernement d'union nationale prend ses fonctions aujourd'hui. Le Premier ministre Youssef Chahed et sa nouvelle équipe. Youssef Chahed est issu du parti Nida Tounes, parti fondé par le chef de l'État. Il est le 7e chef de gouvernement en moins de 6 ans. Il entre en fonction avec plusieurs priorités affichées. Lutter contre la corruption, contre le chômage, contre le terrorisme. Pour en parler, pour évoquer les défis qui l'attendent, les attentes aussi des Tunisiens, Nadia Chaban du parti Al-Massar, parti dont est issu le ministre tunisien de l'Agriculture, est l'invité de Jean-Jacques Louarn. Bonjour Nadia Chaban. Bonjour. Le jeune Youssef Chahed, à peine 41 ans, le plus jeune Premier ministre de l'histoire moderne de la Tunisie, va-t-il rendre l'espoir aux Tunisiens ? Rendre l'espoir, j'espère, parce que la mission qu'il attend est énorme. On est dans une situation un peu historique, il y a une crise économique majeure. Et il a de vrais défis à relever aujourd'hui et je pense qu'il va falloir s'atteler à la tâche et ça va pas être simple. Donc la nouvelle équipe gouvernementale prend ses fonctions aujourd'hui. C'est comme l'a dit Youssef Chahed, le temps des sacrifices qui débutent. Tout le monde est conscient des difficultés majeures dans lesquelles s'est enfoncé le pays des dernières années et qu'il y a de vrais défis à relever aujourd'hui. J'espère qu'on n'arrivera pas à de l'austérité parce que je serai la première à dire que c'est pas normal parce que il y a quand même des préalables avant d'y arriver. Il va falloir relever. Il y a aujourd'hui de vraies réformes structurelles à engager et en même temps une vraie volonté à lutter contre la corruption qui est le mal numéro 1 dans le pays. Youssef Chahed n'aura pas d'état de grâce de toute évidence et ses marges de manœuvre sont plus que réduites. La Tunisie a-t-elle les moyens de réduire sa pauvreté, ses disparités régionales, la corruption ? Elle a les moyens. C'est une question de volonté, Si c'est rien passé ces 5 dernières années, c'est parce qu'on n'a pas voulu y toucher. Et parce qu'on n'a pas voulu sacrifier un certain nombre de lobbies, on n'a pas voulu toucher aux intérêts de quelques hommes d'affaires et autres. C'est à partir de là, c'est une question de volonté, c'est pas une question de ressources. Les investisseurs tunisiens aujourd'hui n'investissent pas en Tunisie parce qu'ils n'ont pas confiance. Les Tunisiens qui vivent à l'étranger et qui ont envie d'investir et d'aider ne le font pas parce qu'ils n'ont pas confiance. La Tunisie, aujourd'hui, a besoin d'assister collectivement à quelque chose d'exemplaire à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces dossiers-là soient traités en catimini, mais au contraire, il faut que les procès, par exemple, soient médiatisés. Il faut qu'il y ait un vrai travail pour entraîner un effet derrière et pour rassurer. Ça nécessite de sacrifier des têtes. Est-ce qu'ils ont envie aujourd'hui de sacrifier certaines têtes qui se retrouvent dans tous les sérails de l'État, et y compris dans les élus à l'Assemblée et ailleurs, Je veux dire, est-ce qu'ils ont envie de sacrifier des têtes et d'évoquer ça ? Le test commence à partir de là. Mais le défi immédiat de Youssef Chahed n'est-il pas de faire baisser la tension sociale très vite ? Ça va de pair, Ça va de pair, parce que vous ne pouvez pas contester que des gens qui demandent de l'augmentation de salaire parce qu'ils n'y arrivent pas, et c'est une réalité, ils n'y arrivent pas. Il y a une cherté de la vie en Tunisie qui a atteint son maximum. Il y a des salaires qui ne suivent pas par rapport à l'inflation. On est dans quelque chose qui est galopant. Et en même temps, il n'y a rien de fait par rapport à des gens qui continuent à s'enrichir. Parce qu'on a de nouveaux riches d'après le 14 janvier 2011. On a toute une classe d'islamistes qui s'est enrichie massivement et aujourd'hui avec des signes de richesse extérieure extraordinaire. Tous leurs enfants sont dans les écoles privées à des tarifs défiant Et comment voulez-vous demander à un ouvrier, lui, de se sacrifier et de pas de réclamer une augmentation ? C'est beaucoup trop flagrant et c'est au vu au-dessus de tous. C'est impossible d'apaiser s'il n'y a pas de signaux en face allant dans la lutte contre ce phénomène d'enrichissement illicite et autres.
Alors sur le plan politique, l'échéance, c'est la tenue dans les meilleurs délais des premières élections municipales de l'après-révolution. Et qui coûte très très cher aujourd'hui au pays, parce que le fait qu'il n'y ait pas de légitimité par rapport aux équipes qui sont à la tête des communes aujourd'hui, il y a un laisser-aller à tous les niveaux, quoi. Je veux dire, au niveau ça va aussi bien de l'entretien des villes, de la propreté, que du fonctionnement des institutions locales et autres. Et on paye trop cher la facture. Et donc il y a urgence à passer aux élections réellement. Le printemps arabe en Tunisie n'est pas mort ? Bien sûr qu'il n'est pas mort. On est encore en plein dans ce processus. On n'est pas encore passé au post-révolution. On n'est pas encore dans quelque chose d'entériné et de finalisé. C'est-à-dire qu'on a entamé la première partie qui concerne la transition politique. Elle a eu lieu. Maintenant, c'est le reste qui doit suivre. Et puis, il y a une révolution culturelle aussi qui doit se faire. Parce que qui dit changement, bouleversement, mutation, dit aussi en face résistance au changement. Donc, c'est pas encore fini. Nadia Chaban, merci. Elle répondait à Jean-Jacques Loarne. Dans l'actualité internationale, la Turquie, le président dit vouloir combattre avec la même détermination les djihadistes du groupe État islamique et les milices kurdes dans le nord de la Syrie. L'opération militaire lancée par Ankara en milieu de semaine dernière s'intensifie. L'armée turque affirme avoir tué 25 terroristes. Hier, l'Observatoire syrien des droits de l'homme ajoute que 40 civils ont aussi été tués. Au Brésil, le procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff entre dans la dernière phase aujourd'hui. Dilma Rousseff, accusée d'avoir maquillé les comptes du pays, pourra s'exprimer ce lundi pendant une demi-heure. Le vote final des sénateurs brésiliens, qui sont ses juges également, est prévu mercredi. La rébellion colombienne des FARC ordonne un cessez-le-feu définitif. Il entrera en vigueur à minuit, heure de Bogota, 7h, heure de Paris, d'ici quelques minutes. Donc, ce sera le premier cessez-le-feu bilatéral entre le groupe armé et les autorités après plus de 50 ans de conflit et après la signature d'un accord de paix historique à La Havane, à Cuba, la semaine dernière. RFI, toute l'actualité à retrouver sur RFI.fr ou si votre connexion est lente sur m.rfi.fr. Il est 6h52 ici à Paris, c'est l'heure de retrouver Frédéric Couteau pour la revue de presse Afrique. Bonjour Frédéric. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une ce matin, l'épreuve des nerfs au Gabon. C'est demain, mardi, que l'on connaîtra le verdict officiel de l'élection présidentielle gabonaise de samedi, mais d'ores et déjà, les deux principaux candidats affirment qu'ils ont gagné. Présidentielle 2016, Jean Ping et le camp d'Ali Bongo revendiquent chacun la victoire, titre ainsi le quotidien d'information en ligne Gabon Echo. Au moment où la compilation des résultats du vote est encore en cours et en attendant leur proclamation officielle par l'organe en charge des élections, cette revendication de la victoire par les deux camps, qui s'accusent mutuellement de tentatives de fraude, n'est pas de nature à garantir des lendemains tranquilles, s'inquiète Gabon Echo, qui précise que dans l'affolement, certains ont pris d'assaut les magasins et autres espaces commerciaux en vue de s'approvisionner suffisamment en nourriture au cas où le pays viendrait à basculer. Alors, implore le quotidien en ligne, plutôt que de se lancer dans une guerre de déclaration de victoire, la démocratie voudrait que le perdant félicite le vainqueur, comme l'ont fait Abdoulaye Wade en 2012 face à Macky Sall au Sénégal et Lionel Zinsou face à Patrice Talon il y a tout juste quelques mois au Bénin. Voilà la seule attitude noble qui puisse épargner le Gabon d'un dérapage majeur, car après tout, c'est le peuple qui aura parlé et il faut que son choix soit respecté. Élection présidentielle de samedi, verdict demain mardi, titre sobrement le quotidien L'Union, proche du camp d'Ali Bongo. Oui, mais l'Union change de ton dans son éditorial pour fustiger celui qu'il appelle le chinois, le tigre de papier, le gugus ou encore le bridé, Jean Ping. Malgré sa fébrilité, écrit l'Union, son agitation médiatique et autres campagnes d'intox orchestrées par ses sbires sur les réseaux sociaux, il a été battu samedi par arrêt de l'arbitre suite à un uppercut de gauche de notre président, candidat à sa propre succession. L'ambiance est donc tendue et tous les yeux sont tournés vers la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. C'est ce que pointe le quotidien aujourd'hui au Burkina, bunkérisé dans la cité de la démocratie où ses membres sont gardés par des bérets verts armés et casqués. Cette CENAP centralise les résultats convoyés depuis les mairies du pays. Une centralisation qui se fait au compte-gouttes, faute de routes praticables. Une CENAP livrée aussi à des comptes d'apothicaires, tant elle sait
qu'elle est attendue, et si le nom du vainqueur doit être connu demain mardi, il est impératif que ce soit celui du vrai vainqueur, s'exclame encore aujourd'hui, car on ne peut pas se réfugier à la cité de la démocratie et faire un pied de nez à cette même démocratie en donnant des résultats tronqués. On avait eu la faiblesse de croire, soupire pour sa part le pays à Ouaga, que les acteurs politiques gabonais, à l'occasion de cette présidentielle, s'extirperaient du nanisme démocratique dans lequel patauge et semble se complaire bien des pays de cette partie de l'Afrique, mais au rythme où vont les choses, on a l'impression qu'il n'en est rien. En tout cas, les ingrédients sont réunis pour qu'il pleuve sur le pays, et ce, quel que soit le camp qui raflera la mise officiellement mardi, car le camp du vaincu pourrait crier au hold-up électoral, et quand on sait l'animosité qui existe entre Jean Ping et Ali Bongo, on peut craindre le pire pour le Gabon. Les Gabonais retiennent leur souffle sur fond d'angoisse épaississante, constate la Nouvelle Tribune au Bénin. Oui, épaississante, s'exclame la Nouvelle Tribune après une campagne électorale épique, mouvementée par des attaques sordides de part et d'autre. La scène de président autoproclamé qui se déroule ne fait qu'accroître la psychose dans le pays, affirme le journal, où les rues sont de plus en plus désertes. Les populations ayant encore à l'esprit les violences post-électorales de Port-Gentil en 2009 redoutent une situation encore plus dramatique au regard de l'allure que prennent les choses. Et la Nouvelle Tribune d'invoquer l'exemple béninois. Les hommes politiques gabonais devraient aller à l'école de leurs homologues béninois qui ont réussi à fumer le calumet de la paix en de pareilles circonstances pour préserver les acquis démocratiques. Il y va de l'intérêt du Gabon, s'exclame encore le journal, qui ne peut pas se permettre de sombrer dans une hypothétique crise post-électorale. Merci Frédéric Couteau. Votre revue de presse avec le Gabon, donc à la une, le Gabon dans l'attente des résultats de la présidentielle. Votre revue de presse est à retrouver sur le www.rfi.fr. Appel sur l'actualité, prenez la parole. 33 9 693 693 70. Toutes vos questions et réactions sur l'actualité, du lundi au vendredi à 8h10 TU sur RFI. Venez participer à la course Enfants sans cancer le 25 septembre prochain au domaine national de Saint-Cloud. Cet événement permet de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants. De nombreux chercheurs, médecins, personnalités, ainsi que le parrain de l'association Christophe Dominici seront présents. Vous pourrez ainsi courir 5 km, 10 km ou marcher 5 km, le tout dans une ambiance festive et solidaire. Alors inscrivez-vous vite sur www.enfantssanscancer.fr. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Bonjour Antoine Grenier. Bonjour Magali. C'est une première en football. La Super Coupe des champions du Togo s'est tenue à Lomé. À ma droite, le vainqueur du dernier championnat, le Koroki de Tchamba. Et à ma gauche, le tenant de la Coupe de l'Indépendance, le Semassi de Sokodé. 90 minutes de confrontation, plus les prolongations. Un partout, score final. C'est finalement au tir au but que Sokodé l'emporte. Plus qu'un titre supplémentaire pour le club déjà 10 fois champion du Togo. Ce succès pourrait signer une certaine renaissance du foot au Togo. Depuis 2 ans, en effet, le championnat n'est plus organisé. Cette année, il doit reprendre, d'où la joie de l'entraîneur du Semassi, Maurice Nousoudjine. C'est une très belle chose pour moi, une joie énorme. Ça veut dire que le Togo va garder en mémoire et que les livres vont conserver que la première édition d'une super coupe au Togo a été gagnée par Maurice Soussé avec Semassi de Sokodé. Je suis vraiment très comblé aujourd'hui de remercier ces enfants, remercier tous ces dirigeants qui ont contribué, ces supporters qui ont quitté depuis Sokodé, ces gens qui sont dans les tribunes. Ça, je le dis merci. L'entraîneur du Semassi de Sokodé, Maurice Nousoudjine, au micro de Comelin et Clou. À noter qu'en RDC aussi, on disputait une super coupe et c'est devenu une tradition. Le tout-puissant Mazembe l'a emporté. 3e succès en 4 ans pour les Corbeaux. Cette fois, victoire 3-1 sur le FC Renaissance. Au Nigeria, encore un sélectionneur qui démissionne pour des questions d'argent. Il y avait eu notamment le regretté Stephen Keshi, puis Sunday Oliseh qui avait claqué la porte des Super Eagles autour de Samson Siasia, le sélectionneur des U23 nigérians, vainqueur de la CAN Espoir et médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques s'en va. Cela fait des mois que je n'ai pas été payé et des années que je suis moqué par les autorités sportives, a-t-il déclaré. Le football nigérian, loin d'être serein donc, alors que se profile le 3 septembre à Uyo, une rencontre contre la Tanzanie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Alors là, pas de pression, le Nigeria étant déjà assuré de ne pas participer à la compétition, mais une rencontre qui permettra de préparer le match du 3 octobre contre la Zambie dans le cadre des
des éliminatoires de la Coupe du Monde cette fois. Le Nigeria qui organisera la prochaine édition de la Coupe d'Afrique de football de plage, le beach soccer. Madagascar a pris une option sur la qualification. Les champions d'Afrique en titre de la discipline disputaient hier leur rencontre de barrage aller. C'était face au Mozambique et les Malgaches l'ont emporté 3-2. Un succès qui sera forcément à confirmer dans 3 semaines au match retour si Madagascar veut pouvoir rejoindre les 4 pays déjà qualifiés, le Maroc, la Libye, l'Égypte et le Nigeria en tant que pays organisateur. Merci Antoine Grenier. Dans quelques secondes maintenant, c'est un nouveau journal, l'actualité qui revient sur RFI. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.